Bonjour, ici je vais voir un petit peu l'eau. Enfin, l'eau. Enfin, je vais entamer voilà, le discours sans dire ce que je vais voir, mais sachez que ça va parler en partie de l'eau. En partie. Voilà, en partie de l'eau. Bien que je le mettrai en tête, vous allez savoir sur quoi ça il s'agit, mais je vais partir sur l'eau pour parler du calcaire euh, dans l'eau. Voilà. Bon, l'eau, c'est une substance fondamentale pour les êtres vivants. Sans eau, hein, vous voyez qu'il y a plein de planètes où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'êtres vivants. Fatalement, pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait des conditions de vie. Notamment, l'eau est une des conditions, je veux dire, sine qua non, pour qu'il y ait vie dans une planète. Et la Terre est une planète qui contient de l'eau. Bon, maintenant, n'allez pas me dire, bon, on sait bien que l'eau, c'est une substance, donc une des substances les plus abondantes sur Terre. Euh, vous comprendrez qu'il y a euh, les mers et les océans qui couvrent une grosse part euh, de la Terre. Donc une grosse part de la surface, on va dire de la surface du globe. Euh, voilà, donc l'eau, on s'en sert pour de multiples usages. Donc, comme vous pouvez savoir, bon, les industries l'utilisent en grande partie hein, pour la purification, hein, dans l'agroalimentaire, partout, toutes les industries utilisent l'eau pour la purification et pour le refroidissement. Pour le refroidissement, la purification. Mais les sociétés, je veux dire, ont, sont régies par des règlements nationaux qui fait que quand une industrie pompe de l'eau d'un fleuve ou d'un cours d'eau, ben, elle se doit elle peut la rejeter dans le cours d'eau pour autant qu'il y ait bien sûr ce qu'on appelle un traitement, un pré-traitement de l'eau. Voilà. Il peut rejeter de l'eau pour autant que si elle rentre à une certaine température dans l'usine, l'eau, elle doit se ressortir à cette même température et pas envoyer des eaux chaudes dans le cours d'eau. Ne pas refouler de l'eau chaude dans le cours d'eau. Voilà. En plus de ça, on demande que quand elle est rentrée avec une certaine qualité, mais que le pré-traitement de l'eau fait par l'usine, bien sûr, hein, donc ça veut dire que l'usine devra s'entourer d'un centre de traitement d'eau hein, pour rejeter les eaux. Donc, on demande que les eaux prises soient refoulées avec la même qualité. Voilà. Et qu'elles ne soient pas polluées. Voilà. De toute façon, il y a des policiers la police comment est-ce qu'on appelle ça, la police de l'environnement qui surveillent, je veux dire, qui prennent les caractéristiques des eaux pour voir si l'eau est refoulée dans des bonnes conditions par les industries. Euh, donc, en fait, l'eau intervient partout, aussi bien pour l'être humain que pour les industries, donc les organismes du vivant et bien sûr dans l'industrie. Bon, Euh, bon l'eau c'est un bienfait, bien sûr, pour vivre, on a besoin d'eau. Maintenant, on n'allait pas me dire comment le remplissage de l'eau sur Terre s'est fait, parce que j'en suis incapable. Hein, c'est vrai qu'on a des océans avec de l'eau, mais on peut se demander d'où vient cette eau, comment elle a été remplie. Parce que hein, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. L'eau a dû venir de quelque part. Bon, il n'y a pas eu un gros robinet qui a rempli, je veux dire, le globe de la Terre, et que par l'attraction terrestre, je veux dire, ça est resté là. On n'en sait pas plus. En tout cas, c'est dû sûrement à des transformations chimiques et probablement, j'en sais pas plus, à une probable glaciation qui aurait fait que l'eau serait venue d'une glaciation. Donc, d'un réchauffement, refroidissement qui aurait donné peut-être l'eau. J'en sais pas plus. Parce que l'eau, elle vient quand même de quelque part. Hein. Elle est sur Terre. Bon, elle n'est pas venue, je veux dire, de n'importe comment. Parce que pour avoir de l'eau, bien sûr, il faut un cycle. C'est le cycle de l'eau. C'est les nuages qui donnent de l'eau. Et les nuages proviennent justement de réchauffement de l'eau. Donc vous voyez que c'est un cycle. Hein. On réchauffe de l'eau. L'eau est réchauffée par le soleil. L'eau des mers et des océans est réchauffée par euh, comment est-ce qu'on appelle ça?
le soleil réchauffe l'eau des océans et des mers, qui se transforme, bien sûr, ça se condense sous forme de nuages, et les nuages reforment, quand ils sont en masse, donnent de la pluie. Voilà. Mais ça, c'est le cycle est lancé quand on est dans un phénomène, on est dans un phénomène temporaire, hein. Dans un phénomène, ouais, à long terme. Parce que si on regarde le transitoire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Transitoire, on appelle phénomène transitoire, c'est un phénomène de passage, de création, hein. Quand il y a une création, généralement, quand on regarde, comment est-ce qu'on appelle ça, hein. Si je prends l'électronique à un condensateur, le condensateur, ben, il y a une charge exponentielle jusqu'à arriver, je veux dire, à une tension, je veux dire, finale. Et donc, on a beau, en fonction du temps, on a beau charger le condensateur, ça ne sert plus à rien parce qu'il est chargé complètement. Voilà. On suit une asymptote verticale, hein, enfin horizontale, voilà, donc qui est la tension finale ici, la tension finale atteinte. Mais il a fallu passer d'un moment donné de là, de zéro, puisqu'elle était déchargée, à une charge finale. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, on a tout un phénomène, ce qu'on appelle un phénomène transitoire, avant que on atteigne le régime. Voilà, le régime. Et quand on a le régime, ben, le phénomène se passe. Il se passe, je veux dire, indéfiniment. Jusqu'à quand? Ben, pour que s'il s'agit d'un condensateur, jusqu'à ce qu'on la décharge. Voilà, si on la décharge. Mais si on continue à la charger, bon, voilà, c'est pas trop bon de laisser, je veux dire, une tension sur un condensateur, mais je veux dire, indéfiniment, voilà, indéfiniment. Par contre, dans les phénomènes naturels, on a des choses qui sont indéfiniment rendues stables. Elles sont rendues stables. Et donc, le phénomène transitoire qu'il y a eu c'est en fait c'est au niveau de la création. Donc, ce qui veut dire que si je prends la création de l'univers, ben, il y a eu un phénomène transitoire. Bon, je veux dire, on n'en sait pas plus de ce qui s'est passé avant le Big Bang. Et avant le Big Bang, c'est le phénomène transitoire. Création de la Terre, il y a sûrement eu un effet transitoire avant d'avoir l'effet permanent. Où après, il y a les cycles de réchauffement de l'eau, condensation de l'eau, et enfin, je veux dire, mise en masse des nuages, et puis pluie. Mais la première eau, elle vient d'où? Ben, elle vient d'un phénomène transitoire qu'on n'en sait pas plus. Est-ce que ça vient d'une glaciation? Est-ce que ça vient de quelque part? Ben, ça vient sûrement de quelque part, l'eau. Bon, il a bien fallu remplir le globe terrestre, parce qu'on appelle ça la Terre. Cette planète, on appelle la planète Terre, ou la planète bleue, parce que justement, il y a de l'eau. Mais avant qu'elle ne possède de l'eau, ben, je veux dire, on ne pouvait pas l'appeler planète bleue, parce qu'à un moment donné, il n'y a sûrement pas d'eau. Hein, si c'était une boule chaude, ça m'étonnerait que, comme la plupart des matières sont formées euh, avec des températures très élevées, donc ça devait être sûrement très chaud, et que, comme par hasard, la Terre est très bien située par rapport aux autres planètes, parce que si on est trop loin du Soleil, il fait trop froid, très froid. Si on est trop proche du Soleil, bon, il fait trop chaud. Mais la planète est située, je veux dire, dans une circonférence, dans une orbite, hein, du Soleil, qui fait que c'est tout juste. Il fait ni très 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 chaud, ni très 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 froid, mais enfin, il fait, je veux dire, un climat qui varie de moins 70, hein, de moins 70, hein, à plus 50, plus 50, plus 60. Voilà. Et donc, de moins 70, c'est vrai que c'est les limites extrêmes, hein, moins 70 à plus 70, ce sont les limites extrêmes, mais les gens vivent dans des régions, je veux dire, où la température varie de moins 10 à, on va dire, moins 10 à 40 en général. Et bon, certaines personnes arrivent à vivre dans des zones où il y a des déserts très chauds, hein. Ils arrivent à vivre dans des 50 des lieux où mais c'est rare. Les gens qui font ça, c'est rare. C'est très rare. Les gens essaient de trouver, je veux dire, des milieux de vie, dire, et même quand ils essaient de vivre dans des milieux où il fait très chaud, mais ils essaient de s'acclimater en mettant des arbres, en mettant des. Et maintenant, on a comment est-ce qu'on appelle ça? Les, les- les climatiseurs. Donc c'est pas un problème pour ceux qui vivent, je veux dire, dans les régions chaudes. Et il existe aussi des personnes qui vivent dans des régions très froides et qui doivent faire face à la dureté de la vie dans ces zones-là. Et donc, fatalement, euh, ces personnes-là sont rares. Mais en général, les gens vivent dans des contrées où on va de moins 10 à 40. Voilà. Ici, il y a 2-3 jours, il faisait ici 30 degrés.
30 degrés. Donc c'est pour vous dire, on n'est pas loin des 40. Hein. Bon, il suffit d'encore quelques degrés en plus. On arrivera à 35 degrés, 35. Ça commence à faire lourd. À faire lourd, à peser lourd. Et on est mal quand je veux dire, hein, on n'est pas bien dans sa peau quand on reste au soleil. Hein, on a mal à sa tête, on a, comment est-ce qu'on appelle ça, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, quand on a des maux de tête relatifs au soleil, qu'on appelle des, je sais plus le nom, je me rappelle plus, mais enfin bref, vous savez très bien ce que c'est, mais je me rappelle plus du nom. Voilà. Ben on n'est pas bien quand il fait très chaud. Voilà. Et donc, il y a des conditions de température, je veux dire, où la vie, je veux dire, est agréable. Hein. Il y a des températures optimales où on se sent bien. Bon, quelqu'un qui se soigne, par exemple, si je prends quelqu'un qui se soigne, eh bien, il doit prendre ses médicaments avec de l'eau, hein, parce ils doivent être absorbés. Les médicaments doivent être absorbés en solution aqueuse. Aqueuse, ça, vous savez très bien que c'est un mélange avec de l'eau. Et pourquoi avec de l'eau? Pour que leur efficacité soit plus rapide, euh, et on va dire meilleure, une meilleure efficacité. Et c'est pour ça qu'on demande d'absorber les médicaments en ingurgitant, en prenant de l'eau, en les prenant avec de l'eau. Hein, c'est le cas par exemple de certains sirops, des perfusions, enfin, les gouttes nasales, des injections, etc., etc. Donc vous voyez que dans le monde de la médecine, l'eau est quelque chose de très important. Très important. Hein, sans eau, la médecine, je veux dire, n'irait pas très loin. Bon, si je prends la sève des arbres ou le sang des êtres humains, ce sont aussi des solutions aqueuses. Des solutions aqueuses de substances, on va dire, minérales, hein, pour la sève, et organiques pour le sang. Et qui sont transportées dans tout le trajet de l'organisme, dans tout le corps, pour apporter, bien sûr, les nutriments, enfin, l'énergie nécessaire, je veux dire, aux muscles, aux moindres petits muscles des extrémités du corps. Donc tout le corps est irrigué en oxygène et en énergie. En énergie, voilà, voilà, en énergie. Donc les muscles sont des réserves d'énergie et ouais, d'énergie. L'énergie qui se trouve bien sûr sous forme de sucre et de graisse. Mais bien sûr, tout le corps a besoin d'oxygène, donc le sang va transporter l'oxygène nécessaire à. En fait, il y a un système d'irrigation qui sont des petits cours d'eau dans le corps. Ce sont tous des petits cours d'eau qu'on appelle des veines. On a des plus gros cours d'eau qui sont des fleuves et on retrouve, je veux dire, des artères. Voilà, des artères. Et c'est tout des cours, mais c'est pas des cours d'eau, ce sont des cours d'eau de sang, s'il vous plaît. C'est du sang qui circule. Voilà. Voilà. Et tout ça, tout ce sang-là circule par une pompe qui est là, le cœur. Le cœur pompe, hein, se met à pomper comme ceci. Ouais, c'est vrai qu'un cœur, quand on fait ceci avec sa main, bon, au bout de 4 heures, j'aurai mal à la main. Au bout de 4 heures, j'aurai mal mes mains. Voilà. Au bout de 4 heures, en faisant ceci, en pompant, j'aurai mal mes mains. Mais un cœur, il se met à battre jusque. Bon, il y a des gens qui vivent jusque 94 ans, et le cœur, il pompe jusque 94 ans. Imaginez-vous, quel outil que c'est, une pompe cardiaque. Hein. C'est terrible, hein, c'est terrible. Je veux dire, c'est un organe. Ouais, certains ont des crises cardiaques, mais je veux dire, c'est un organe qui peut, je veux dire, fonctionner, je veux dire, pendant 80 ans en pompant. Il y en a qui se mettent à courir et quand ils courent, le cœur il pompe plus vite. Donc imaginez-vous, vous faites ça avec votre main, au bout de 20 minutes, vous aurez mal. Donc là, vous voyez que c'est quelque chose, c'est un bienfait, oui, c'est un bienfait, mais pas toujours. Parce que quelqu'un qui se noie dans l'eau, c'est un, voilà, quand il y a des torrents de boue avec de l'eau, hein, qui s'écoulent sur un village, bon, je veux dire, c'est pas un bienfait, hein. Ça crée le malheur. Un déluge d'eau crée le malheur. Voilà, donc l'eau, c'est bénéfique, mais quand quelqu'un se coule dans l'eau, ou quelqu'un, je veux dire, voilà,
l'eau, c'est bien comme c'est pas bien. Elle peut avoir des bons effets, comme elle peut avoir des mauvais effets. Bon, faut pas entrevoir l'eau comme quelque chose, oui, de très bien. Oui, c'est bien d'en avoir, mais si on en a de trop, à ce moment-là, hein, tout un village va être inondé, bon, ça va faire des dégâts matériels considérables, si ce n'est pas aussi des morts avec. Voilà. Bon, maintenant, quand on pense eau, bien sûr, on pense toujours arrivée d'eau, hein, source d'eau et, on va dire, évacuation d'eau, hein. Évacuation d'eau. Par exemple, si je prends une habitation, vous avez l'entrée d'eau, mais il y a la sortie d'eau. Parce que si vous mettez de l'eau, vous consommez de l'eau et que, hein, je veux dire, vous n'avez pas d'évacuation d'eau, ben, cette eau-là va venir vous envahir, hein, et vous aurez plus de place pour mettre de l'eau. Donc, l'eau arrive par le robinet, bien sûr, pré-traité, par des systèmes de traitement des eaux, hein, les systèmes de traitement des eaux. Voilà. L'eau arrive, je veux dire, avec une certaine teneur de pureté, quoique bon, il y a des tuyauteries qui sont toujours vieilles, qui n'ont pas été remplacées. Donc, du centre de traitement des eaux à un village ou une ville, on peut avoir toute une panoplie aussi de conduites qui sont impropres, et donc rendent l'eau impropre. Donc, l'eau sortant de la centrale de traitement des eaux propre, oui, mais étant donné les tuyauteries malpropres, mais peuvent faire en sorte que l'eau arrive malpropre, je veux dire, dans l'habitation. Maintenant, il se peut aussi que l'habitation étant vieille, tout étant propre à l'extérieur, c'est-à-dire les tuyauteries et l'eau provenant du centre de traitement des eaux, mais que à ce moment-là, ce sont les canalisations de l'habitation qui font office de rendre l'eau impropre. Voilà. Parce que les canalisations d'eau peuvent rendre l'eau impropre, fatalement, parce qu'il y a des particules qui peuvent s'enlever, des petites particules métalliques. Si c'est du métal, voilà, et, si c'est des conduits de plastique, bon, on va avoir toutes sortes qui peuvent arriver, hein, toutes sortes de choses qui peuvent arriver et entraîner, je veux dire, bien les conduites d'eau malpropres, on va avoir une eau impropre à la consommation. À la consommation, je veux dire. Pas consommation. Quand j'entends consommation, il y a deux types de consommation, hein. La consommation, ça peut être pour l'agroalimentaire, mais ça peut être la consommation pour la purification, nettoyage, etc. Bon, pour un bon nettoyage, vous pouvez même nettoyer avec une citerne. Vous mettez du produit, je veux dire, hein, euh, de nettoyage, voilà, et vous nettoyez avec de l'eau de citerne, pourquoi pas, hein, je veux dire. Par contre, allez, s'alimenter avec de la citerne, là, c'est chose que je ne ferai jamais. Là, on demande de placer, je veux dire, vous pouvez rendre l'eau propre à la consommation en mettant du matériel spécifique de purification, mais c'est-à-dire qu'il faut descendre très bas au niveau de la purification, hein, au niveau des microns, pour essayer d'avoir tuer un maximum je veux dire, de toute substance, enfin de toute vie micro-organisme dans l'eau, aussi petite soit-elle. Si vous voulez consommer l'eau pour pour, euh, pour la cuisine, à ce moment-là, il faudra bien sûr penser à des systèmes de purification. Il y a moyen de la boire, mais il faut tout un système de purification qui existe, bon, et qui coûte un certain montant. Voilà. Euh, bon, si je prends par exemple les sels de cuisine, dans l'industrie, les sels de cuisine, et je prends le sucre de table, hein, ce qu'on appelle le saccharose, C12H22O11, que vous connaissez bien, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois. Eh bien, ça, ils sont obtenus, hein, le sel, le sucre de table, sont obtenus par ce qu'on appelle un phénomène de cristallisation. Par cristallisation, on obtient des cristaux, et donc ces cristaux, ben, de facto, sont passés par des solutions aqueuses, sont passés par des solutions euh, euh, ont été obtenus grâce à des cristallisations de solutions aqueuses. Donc là aussi, dans l'agroalimentaire, que ce soit pour le sel, le sucre, on retrouve de l'eau. Hein, que ce soit pour le sang, la sève, pour la prise de médicaments, pour l'industrie.
hein. Euh, Alors, on entend souvent l'eau de Javel, le vinaigre, euh, les acides sulfuriques, tout ce qui est voilà, produit, je veux dire, ménagers en général, bien on a hum, sont généralement des solutions aqueuses où on a mis de l'eau, hein. Et je peux vous en citer pas mal, hein. Bien sûr, l'acide sulfurique, enfin, si je prends les accumulateurs au plomb, hein, c'est de l'acide sulfurique H2SO4, on en met de l'eau. C'est pas de l'acide pur, hein. Elle est diluée, fatalement. Si vous mettez votre doigt, vous allez vous brûler un tout petit peu. Vous n'allez pas vous brûler comme si on se brûle avec de l'acide sulfurique plus, euh, plus pur, hein. Ça, fatalement. Donc, généralement, l'eau est utilisée pour comment est-ce qu'on appelle ça, dans les solutions en solution aqueuse, pour, hum, pour être traité, je dis, enfin, parce qu'en vérité, on utilise des solutions aqueuses qui contiennent un soluté, et un soluté, généralement, on rajoute un solvant et généralement de l'eau. Donc, vous voyez que l'eau a son faire-valoir dans les solutions. Par exemple, si je prends du NaClO, CH3, COH, H2SO4, tout ça, bon, sont des solutions aqueuses, on retrouve dans des solutions aqueuses et bien sûr fabriquées par les industries. Alors vous allez me dire, oui, mais vous voyez que l'eau, il y en a beaucoup, oui. Alors, l'eau provient, l'eau, on en retrouve dans les rivières, dans les lacs, on retrouve de l'eau stagnante, hein, dans les marécages, les marais, en mer, les océans, les fleuves, que ce qu'on peut trouver dans les chutes d'eau, euh, voilà. Et l'eau, l'être humain l'utilise, ça c'est au niveau naturel. Bien qu'il y a des cours d'eau artificiels qui ont été créés, que ce qu'on appelle des canaux, hein, des canaux en béton, on fait passer, je veux dire, voilà, un cours d'eau. Voilà. Mais maintenant, beaucoup de cours d'eau n'ont pas l'aspect d'antan, bien sûr. Certains cours d'eau avaient l'aspect d'une rivière, alors que maintenant, ils ont l'aspect d'un espèce de canal, d'un fleuve. Voilà. Alors que tout était retravaillé au niveau du bétonnage pour faire recouler l'eau de manière moderne. Alors qu'avant, elle s'écoulait de manière naturelle. Donc en fait, hum, on avait un lit qui était un peu spécifique, alors que maintenant, le lit, il est le même partout. Voilà, parce que c'est du béton, on a rectifié, je veux dire, on va dire toute la surface, tout le long du cours d'eau, en mettant un bâtonnage à niveau. Alors qu'avant, c'était pas comme ça, hein. On pouvait à certains endroits de certains cours d'eau, je pense à la Meuse ou à la Sambre, surtout à la Meuse, si on voit des gravures de la Meuse, ben, certains allaient, je veux dire, nettoyer leurs vêtements dans la Meuse, je veux dire, en allant juste, en côtoyant la Meuse, juste à pied. Il y a certains endroits qui peuvent être accessibles à pied, alors que maintenant, il faut repasser par un chemin un chemin de halage, et là, on a accès à la Meuse, alors qu'avant, c'était pas comme ça, on peut avoir directement accès au cours d'eau. Voilà. Alors, rien que si je prends, vous comprendrez que il y a les besoins domestiques des ménages, les ménages. Il y a les ménages, les industries et le monde de l'agriculture, le monde agricole. Il y a encore différents types de monde, hein. Ils utilisent l'eau en grande proportion. En grande proportion. Et rien que l'industrie, à elle seule, hein, peut utiliser plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau par an. Alors, tout ça, l'eau rentre dans les systèmes dans le processus de production. Et ça, c'est voilà. Donc, 10% rentrent dans le processus de production, alors que 90% du reste, hein, sont utilisés pour le refroidissement des installations et, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le nettoyage. Alors, si vous allez voir sur Internet, il existe certains tableaux qui vous donnent, par exemple, le nombre de litres d'eau utilisés par kilo de production de certaines substances. Par exemple, le charbon, il faut une quantité d'eau.
Hein. Si je prends le lait, il faut une quantité d'eau. Si je prends le coton, il faut une certaine quantité, surtout le coton, hein, parce que le coton, généralement, c'est à cause de ça que certaines personnes rendent certaines choses, certaines zones arides, hein, parce qu'ils pompent tout l'eau pour faire des plantations de coton, alors qu'ils sont dans un pays, je veux dire, semi-aride, et ils utilisent tout l'eau pour la plantation de coton. Donc, l'eau, le coton et la laine, je veux dire, la laine de mouton, ben, je veux dire, utilise beaucoup d'eau. Voilà. Maintenant, ce qui utilise beaucoup d'eau, et ça, pour ça, il faut être dans un pays d'eau, un des plus grands producteurs au monde, le plus grand producteur au monde de bière, donc vous aurez compris que c'est la Belgique, c'est le pays où je me situe, enfin, où j'habite. Le pays où j'habite, bon, est le plus grand producteur au monde de bière, et il s'est allié, bien sûr, euh, avec, euh, enfin, il a fusionné avec des grands groupes pour devenir le plus grand groupe de. En fait, on va dire que le pétrole de la Belgique, en fait, c'est la bière. C'est la bière. Et donc, que la bière, je veux dire, est une richesse phénoménale pour la bière. Bon, la bière, bien sûr, qui a été, qui descend il y a très très loin. Hein. Bon, les breuvages ont souvent été utilisés pendant les guerres pour les combattants qu'ils aillent, je veux dire, se battre sans penser, je veux dire, à la charcuterie qu'ils pouvaient faire avec des baïonnettes ou des épaux, n'importe quoi. Donc les breuvages servaient, je veux dire, à ce que les gens ne pensent pas trop pour aller se battre. Mais le problème, c'est qu'on trouvait beaucoup de gens sous, et notamment pour pour soigner les gens qui étaient, je veux dire, euh, blessés fortement, pour les opérer, ben, il y avait certains breuvages. Voilà, pour ces gens-là, à base d'alcool. Voilà, donc l'alcool a été, je veux dire, utilisé dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine festif, parce que les militaires, quand à un moment donné, euh, devaient faire des, comment est-ce qu'on appelle ça, des temps, on va dire des temps d'arrêt de guerre. Hein. Pendant les temps d'arrêt de guerre, ouais, ils allaient s'amuser un petit peu, ils allaient danser, ils allaient, tu sais, et ils buvaient des breuvages pour s'amuser. On voit bien les soldats allemands, quand ils ont pris les caves à vin français, ben, ils se sont amusés, mais je veux dire, à boire les breuvages et de s'enivrer. Voilà. Alors qu'en Russie, bon, les breuvages alcool, ça constitue même hein, ce qu'on appelle un, un problème majeur de société. Problème majeur de société. Enfin bref, il faut savoir que bon, la Belgique est un grand producteur de bière et que la bière a besoin de énormément d'eau. Plus que le coton en tout cas. Plus que le coton. Bon, maintenant, ouais, vous allez me dire, les breuvages, le problème c'est que l'alcool, ça crée de nombreux problèmes sociaux. Hein. Ça, je vous le dis par accident de voiture, bagarre, etc. Ça rend fou les gens. Et surtout si quelqu'un devient alcoolique, c'est encore pire parce que c'est à long terme, c'est pas à court terme. Mais à court terme, ça peut créer, je veux dire, des bagarres, euh, des meurtres, etc. Des ruptures familiales parce qu'il y a des bagarres dans la famille et puis après, les gens en ont marre et ils disent bon, voilà. Donc la bière peut être, je veux dire, un problème social pour autant que s'il n'est pas maîtrisé, s'il n'est pas maîtrisé, c'est-à-dire si les personnes boivent comme sans limite, sans limite. Voilà. Bon, vous allez me dire, il y a encore une autre industrie qui consomme beaucoup d'eau, et énormément, encore plus d'eau que le coton et que la bière, c'est les aciers, les aciéries. Certains pays se sont situés, je veux dire, sont situés dans des régions semi-arides et ils se permettent de faire des aciéries. Oui. À ce moment-là, il y a moyen de faire des aciéries, mais alors il faut se situer le long de la mer et aller pomper l'eau de la mer. Le long de la mer, et enfin, via des systèmes de traitement d'eau de mer. Voilà, qu'on appelle par le processus d'osmose inverse. Osmose inverse, voilà, qui fait que on a de l'eau salée et on retire de l'eau, je veux dire, de l'eau courante, de l'eau courante. Et l'eau courante qui peut servir bien sûr pour l'agriculture, pour l'industrie, pour les ménages, etc., etc. Bon, maintenant, est-ce qu'on n'a pas, quand on est là-bas, on n'a pas quand même une odeur de sel? Ça, j'en sais pas plus, j'ai jamais goûté ces eaux-là, donc, mais d'une eau à l'autre, bon, on sait les distinguer, hein, des eaux minérales. Hein, il y a des eaux qui sont plus riches en minéraux que certains autres. Et d'ailleurs, quand on fait une prise de sang, on peut voir que
la personne boit tel type d'eau parce que si elle contient plus de magnésium que des autres types d'eau, ben, le gars aura plus de magnésium dans son sang, puisqu'elle contient plus de magnésium. Donc voilà, on sait voir par les prises de sang, je veux dire, si une personne boit de l'eau minérale avec plus de minéraux que d'autres eaux. Parce que d'une eau à l'autre, les eaux sont différentes de par leur région et de par leur constitution. De par leur constitution. Et donc fatalement, les marques se distinguent par leur constitution minérale, enfin, en proportion. En proportion. Bon, alors je peux vous citer aussi qu'est-ce qui est fort consommateur d'eau. Ben, il y a le papier, encore l'alcool et bon, et encore une qui consomme énormément d'eau, énormément. Ce sont les fibres synthétiques, énormément d'eau. Ben, ça, vous allez voir les tableaux sur Internet, vous pouvez les voir. Allez voir nombre de la consommation d'eau euh, par kilo de euh, de certaines productions dire industrielles. Et alors, bon, sans compter que le monde agricole, ils doivent donner à manger, à boire aux bêtes, fatalement, c'est, voilà, à boire. Donc, il y a l'eau pour faire boire les bœufs, les ovins, les bovins, je sais pas moi, les cochons, etc. Tous les animaux même de cirque, de zoo, etc., il faut leur donner à boire. Et donc, c'est de l'eau qu'on prend, bien sûr, du réseau de distribution des eaux. Et bien sûr, il y a tout le monde agricole. Hein. Il y a voilà, la meilleure gestion, c'est la gestion goutte par goutte avec électronique. Gestion électronique qui peut faire en sorte qu'on peut gérer l'eau convenablement au goutte à goutte, je veux dire, sur des grandes superficies. Et voilà. Plutôt que parce qu'il y en a qui profitent de l'eau, hein, ils font des jets d'eau comme s'ils avaient des litres et des litres. Voilà, et je vois des jardins qui sont, je veux dire, constamment irrigués d'eau. Hein, ils consomment énormément d'eau, mais ça, c'est ce qu'on appelle, dire, notamment le nettoyage de voitures. Les voitures, quand on lave des voitures, tout le monde vient laver la voiture quand il fait bon. C'est énormément d'eau qui vont partir. Mais heureusement que l'eau est recyclée. C'est-à-dire que l'eau, elle arrive. Bien sûr, l'eau est rejetée à l'égout. Hein. L'eau des ménages rentre dans une habitation au niveau domestique. Et après, bon, certaines eaux sont refluées. Nous, l'être humain, reflue ces eaux internes via les urines, via la transpiration. Voilà, donc tout va à l'égout si vous voulez. Et donc ici, les eaux vont à l'égout. Quand vous vous lavez, vous débouchez les eaux, donc il y a une entrée, sortie d'eau. Il y a l'entrée d'eau, sortie d'eau. Il y a toujours une entrée d'eau, une sortie d'eau. Voilà. Si vous prenez par exemple une voiture, pour refroidir une voiture, normalement, avant on mettait de l'eau, maintenant on met des produits spécifiques, hein, à base d'alcool. Euh, et avant, quand on mettait l'eau, mais le problème c'est que l'eau ça rouille, hein, ça fait rouiller voilà, le matériel qui, bien sûr, il y a des flexibles en caoutchouc où l'eau va circuler dedans, mais quand il va être en contact avec des parties métalliques, ben, il risque de les rouiller. C'est pour ça qu'on on met plutôt des alcools. Justement, c'est pour éviter de faire rouiller certaines parties métalliques du moteur. Donc, on met plutôt des alcools maintenant. Alors, il y a l'alcool hiver et l'alcool été parce que c'est pas la même chose. Hein, l'alcool été parce qu'il y a une mouchette. euh, Ouais, je parle du système de refroidissement parce qu'il y a aussi le système de lave-glace. Il y a le lave-glace et là, bon, il y a aussi, c'est de l'alcool aussi. C'est pas de l'eau, c'est de l'alcool. Ouais, oui, l'utilisation de l'alcool a pris place dans les voitures plutôt que l'eau. Bon, pour le lave-glace, bon, il faut mettre en été, euh, voilà, pour enlever les mouches et tout ce qui vient s'éclater sur le pare-brise, il faut le nettoyer avec de l'alcool été. Voilà. Bon, ce que je voulais dire, c'est que l'eau, dans le système de refroidissement, on passe par un radiateur, ce qu'on appelle un radiateur. Bien sûr, l'eau est pompée par une pompe à eau, tout comme j'ai expliqué avec le cœur. Le cœur, bon, pompe. Hein, il faut une pompe hein, pour créer un travail de circulation d'un fluide. C'est une pompe qui va créer ça. Hein. Pour passer d'un niveau haut à un niveau bas, c'est la gravitation qui va faire en sorte que l'eau va descendre. Mais maintenant, pour passer d'un niveau bas à un niveau haut, c'est les pompes qui vont faire le travail. C'est les pompes qui vont faire en sorte de monter jusqu'à une certaine hauteur. Voilà. Et donc, ce sont les pompes qui. Et généralement, dans une centrale de traitement d'eau, si on ne trouve pas une pompe, c'est que ce n'est pas une centrale de traitement d'eau. Dans un château d'eau, s'il n'y a pas une pompe, c'est que ce n'est pas un château d'eau. Voilà.
Les pompes, ça aide, je veux dire, à faire circuler les eaux si elles ne sont pas par, si elles ne viennent pas par la gravitation. Mais généralement, un château d'eau, la hauteur du château est plus haut que le niveau normal. Donc, fatalement, ils doivent descendre par gravitation, mais je crois qu'il y a des aides, normalement, il y a des aides par des turbopompes. Il y a des aides par des turbopompes. Voilà, donc en fait, quand on entend circulation d'eau, généralement, il faut des pompes ou des turbopompes si c'est plus gros. Voilà. Et donc, vous voyez que l'eau est utilisée pour le refroidissement, pour le nettoyage. Si on veut nettoyer sa voiture, on nettoie à l'eau. Si on veut faire refroidir son moteur, on le refroidit à l'eau. Alors que maintenant, on utilise plus de produits chimiques, mais enfin bref, alcool, mais bon, avant c'était des voitures, je veux dire, où le refroidissement était à eau. Voilà. Donc on retrouve beaucoup d'eau dans une voiture. Dans la batterie, dans l'accumulateur ou la batterie, qui est l'acide sulfurique, qui est une solution aqueuse, même dans, voilà, l'eau pour refroidir le moteur, l'eau de lave-glace, voilà, l'eau, on la trouve un peu partout dans une voiture. Et dans les ménages, on peut utiliser l'eau manger, pour faire des bouillons, pour faire un bouillon de patates. Voilà, donc en fait, le problème c'est que l'eau par bouilloire, vous allez voir ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir du calcaire à la longue. Voilà. Et dans toutes les tuyauteries, on risque d'avoir du calcaire. Voilà. Donc, est-ce qu'on est tous logés à la même enseigne? Ben non. Autant quelqu'un veut habiter dans une zone, mais s'il n'a pas la possibilité de payer, je veux dire, les taxes, relatives à l'habitation dans la zone susdite, hein, eh bien, il n'arrivera pas à habiter. Donc, ça veut dire que si vous voulez habiter dans une zone résidentielle, mais si vous n'avez pas les moyens de vivre dans une zone résidentielle, fatalement, vous ne pourrez pas vivre dans cette zone résidentielle. Donc, vous n'êtes pas logé, on n'est pas tous en fait quelque part logés à la même enseigne. Les zones résidentielles sont des zones uniquement pour ceux qui ont des très hauts revenus, et que quelqu'un qui a bas revenu, mais s'il essaie de s'insérer dans une autre, il va vite s'endetter. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, et c'est vrai pour les eaux. Pour les eaux, dans les zones géographiques du monde, les zones ne sont pas les mêmes. Bon, la constitution n'est pas la même des eaux. Hein, je dirais même qu'il y a même des eaux impropres à la consommation dans, dans certains pays, parce qu'il y a des virus, il y a des bactéries terribles. Hein, terribles. Boire certaines eaux peut ramener des maladies très graves. Hein. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'il faut traiter les eaux, et il y a certains pays où la prolifération de microbes dans l'eau est plus importante que dans d'autres pays pour certaines raisons. Voilà. Donc les eaux, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Certains pays ont plus d'eau que d'autres. D'autres sont bien logés. Il y en a qui ont trop d'eau, et trop d'eau, ça ne va pas non plus, comme je l'ai expliqué, ça crée ça peut créer des très grands soucis. Hein, si un barrage, par exemple, le plus grand barrage du monde, je crois qu'il est en Chine, je sais pas combien, 5 milliards de mètres cubes, 5 milliards de mètres cubes, s'il se mettait à rompre, croyez-moi que c'est l'apocalypse pour toute une zone. Hein. Voilà. Maintenant, si je prends des zones aux États-Unis, comme par exemple la Louisiane, s'il risque d'avoir trop d'eau, ben, le territoire va se réduire pour être pris au niveau de la mer. Au niveau de la mer. Voilà. Et il n'y a pas que la Louisiane, il y a beaucoup de pays qui sont, je veux dire, en instance de danger, et où tout peut arriver du jour au lendemain. On peut avoir une inondation qui fait que euh, une zone géographique peut être reprise par la mer. Donc la mer reprendrait ses droits par rapport à un certain territoire qui était, je veux dire, visible, et qui vont se fondre dans la mer. Maintenant, il y a autre chose, il y a que certaines parties du globe où il y avait des eaux, et à force de trop les utiliser, ou il y a un milieu aride qui a fait en sorte que l'eau a été perdue, ouais, on se retrouve sans eau, alors qu'on avait d'énormes lacs qui ont fondu comme neige au soleil, donc il ne reste plus rien. On a une aridité du sol et de la région qui fait que, voilà, donc vous voyez qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et je dirais même que si je prends la Belgique, et là c'est là que je vais en arriver à voilà, à mes explications, à mon discours, c'est que il est basé sur ceci. J'ai une brochure d'information sur l'eau,
Voilà. Et qui dit que de quoi s'agit-il? Ben, l'eau est dure. Ouais. Je vous dis que l'eau n'est pas de même constitution partout. Voilà. Et je dirais même que ici on voit une zone, la Belgique, hein, on voit la Belgique, hein, je vois si on voit clairement le territoire belge. Voilà. Ça c'est la Belgique. Alors ici on voit qu'il y a ce qu'on appelle un index, comment on appelle ça? Une légende, et on voit en noirci, mais les eaux légèrement calcaireuses. Celles-là où on a les régions boisées, hein, elles sont légèrement calcaireuses, alors qu'elles sont plus calcaireuses ici dans la zone là, hein, qu'ici. En clair, c'est moins calcaireuse. Et alors, on retrouve des sous-groupes ici, enfin des sous-zones, petites sous-zones, où elles sont un peu plus calcaireuses que, que dans la zone dans laquelle ils sont englobés. Voilà. Bien sûr, ici, la Belgique est divisée en différentes régions. On a les polders, l'Esbey, voilà, l'Esbey, etc., qui font qu'on a les plaines, voilà, les, 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 les bas plateaux, etc., etc. Les hauts plateaux. Bien sûr, ici, on parle que de hauts plateaux parce que en Belgique, il n'y a pas de montagne. Donc ici, on a différentes zones géographiques et malgré tout ça, on trouve, enfin, et à cause de ça, en fait, on distingue différentes régions calcaireuses. Alors ici, ils disent que les plus légèrement calcaireux, c'est du côté du Luxembourg. Luxembourg, bon, hein, il y a tout ça qui a le pays, le Luxembourg et la province du Luxembourg. Hein. Parce qu'en Belgique, il y a la province du Limbourg qui est ici quelque part, et la province du Luxembourg qui est en dessous. Ça n'a rien à voir. Province du Limbourg. Limbourg, c'est flamand, et Luxembourg qui est en Wallonie. Voilà. Et alors, il y a le pays, le Luxembourg, qui est un petit pays juste en dessous, ou dans le sud, qu'on ne voit pas ici, parce que ça n'a pas été repris. Ici, ça reprend uniquement la Belgique. Donc, on ne peut pas confondre le Luxembourg, qui est une province belge, et le pays, le Luxembourg, qui n'a rien à voir. Alors, est-ce que c'est fort important, tout ça? Ben oui, parce qu'en fait, si on a... La Belgique n'est pas logée à la même enseigne partout. L'eau est dure dans votre région et ça provoque pas mal de dégâts. Ben oui, à votre maison. L'eau dure se manifeste par l'entartrage nuisible et ennuyeux, d'autant plus si l'eau est chauffée. Effectivement, tout à fait, tout à fait. Ici, je vais déjà voir ce que ça provoque. Ce que ça provoque les eaux dures. Les eaux dures. Vous voyez ici, j'ai deux pommeaux. Deux pommeaux. Deux pommeaux de douche, ce qu'on appelle les pommeaux de douche. Vous voyez qu'il y en a un, les trous sont bouchés par le calcaire, et celui qui est plus neuf, enfin là où il y a, ouais, il y en a un qui paraît neuf, un qui paraît moins neuf. Justement, ça a à voir avec les explications. Lui, il paraît moins neuf parce que c'est le calcaire qui a attaqué aussi bien les trous, elle a bouché les trous du pommeau, hein, mais aussi le calcaire a fait en sorte que le pommeau est devenu, on va dire, blanchâtre. Blanchâtre. Voilà. Et quand il se bouge comme ça, on a l'eau ne coule pas normalement comme quand, je veux dire, tout se passe correctement quand l'eau n'est pas calcareuse. Eh bien, l'eau circule normalement dans tous les trous. On a une eau qui est répartie dans tous les trous partout et ça s'écoule correctement. On a un écoulement de fluide quasiment très bien fait sur tous les trous. Alors qu'ici, ça bouche et à certains endroits, c'est moitié bouché et il va y avoir des filets d'eau. Des filets d'eau. Et donc, on a, si vous voulez, on n'a pas un bon débit d'eau, si vous voulez. Le débit d'eau ne sera pas bon puisque c'est bouché. C'est comme si vous avez 10 trous, vous bouchez 5 trous, il vous en reste plus que 5. Et si les 5 autres sont pas bouchés, sont bouchés à moitié, ça court pire. Donc vous aurez un débit très faible. Donc le fait d'avoir du calcaire peut provoquer, je dirais, un faible débit. Et en plus de ça, une salissure calcareuse au niveau du pommeau de douche. Je ne sais pas si on voit. Voilà, ça c'est pour le pommeau de douche. Et ça, c'est quand on a une eau dure, bien sûr calcareuse. Ça, c'est quand on a une eau douce, avec moins de calcaire, si vous voulez. Bon, au niveau... la porte de la douche. Ouais, la porte de la douche, généralement, elle est en verre transparente, bien sûr, ou non transparente, hein, c'est comme on veut. Hein. Eh bien, elle peut se couvrir de taches. C'est comme ça qu'on voit que
il y a du calcaire. Alors que pour une porte, s'il est bien nettoyé tous les jours, bien sûr, et l'autre étant nettoyé, malgré tout, ça va provoquer des taches blanches. Alors que l'autre, si bon, la porte va briller, et on va dire, un simple nettoyage occasionnel suffit, il n'y a pas besoin de nettoyer tout le temps. Vous voyez que si on ne le voit même pas, hein, on ne voit même pas le carreau. Mais vous allez me dire, c'est du marketing, c'est de la publicité. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est ce qu'ils racontent, c'est pas tout à fait faux. Hein. Voilà, ils exagèrent pour bien montrer les différences au niveau marketing. Hein. Bien sûr, celui-ci, on voit bien que c'est un tout nouveau pommeau de bouche, on voit bien. Alors que ça, c'est un ancien dans lequel ils ont peut-être trempé dans une solution calcareuse exprès pour bien montrer. Voilà, il y a peut-être même du Photoshop là-dedans, non, c'est pas plus. Hein. Il y a sûrement du Photoshop parce qu'ici, je vois hein, la clarté du blanc ici, là et là, ça n'a pas la même figure de couleur. Donc, il y a une nuance de blanc, c'est que ça a été touché par Photoshop totalement. Mais celui-ci, c'est vrai que c'est un nouveau. Un nouveau, celui-là, bon, ça, c'est pas nouveau. Là, ils ont peut-être ici retiré le carreau, alors que là, ils ont mis un carreau, tout ça, voilà, qu'ils ont projeté par un produit spécifique pour montrer que, voilà. Alors ici, les robinets, c'est pareil. Vos robinets sont tartres à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Voilà. Les robinets, c'est donc avec une eau dure, avec une eau dure, avec une eau dure. Alors que là, on a avec une eau douce, douce, douce. Et avec l'eau douce, on veut dire, les robinets brillent et l'eau sort à grand débit. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, laver en eau douce est agréable et plus efficace, comme ils disent dans la publicité. Bien sûr, ça vient de la marque Minimax, ça je ne vous fais pas dire. L'eau dure et le savon s'agglutinent ici. Voilà, on a en gros ceci, hein, en gros, mais c'est vrai que c'est avec des exagérations. Et avec l'eau douce, on va dire que ça mousse mieux. Voilà, ça mousse moins bien, je veux dire, avec une eau dure, que ça mousse bien mieux avec une eau douce. Alors, des flocons flottent sur l'eau et restent accrochés aux parois, typiquement dans les baignoires, la baignoire et le lavabo. Bien sûr, ici, il le montre avec exagération, et pas de flocons et pas d'entretien avec l'eau douce. Alors ici, il vous dit économiser. Les savons, les poudres de lavage, les détergents ne réagissent plus avec le calcaire et donc vous en utilisez nettement moins, jusqu'à 50% moins. Vous lavez donc de manière beaucoup plus efficace votre linge, votre peau et vos cheveux sont naturellement doux. Des peaux sensibles se portent bien mieux avec l'eau douce. Bon, ça c'est au niveau corporel. Soin corporel, hein, c'est mieux de se laver avec une eau douce que de se laver avec une eau calcareuse, oui. Une eau dure. Maintenant, effectivement, vous économisez. Pourquoi? Parce que le fait que ça soit calcareux, il faut nettoyer plus. Vous devez aller nettoyer à fond certains robinets. Bon, ça, vous utilisez un tout petit peu d'eau. Maintenant, il faut voir aussi le prix de l'eau. Le prix de l'eau ne coûte rien. Hein. Ne coûte rien, ne coûte presque rien. Je ne sais pas combien ça coûte. Le prix de l'eau au litre, c'est presque rien du tout. C'est pas. Voilà. Quand on vous dit que la consommation, vous avez une grande consommation, c'est quand vous commencez à exagérer sur la quantité d'eau. Hein. Hein, voilà. Et généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une citerne. En plus de ça, ils ont une citerne. Donc, ils savent utiliser l'eau de la citerne. Mais ils savent utiliser, maintenant, on vend des pots, enfin, des espèces de pots avec un robinet. Ils mettent un robinet comme ça. Voilà, un réservoir, une espèce de réservoir. Vous mettez la sortie, comment est-ce qu'on appelle ça? Une corniche. Vous faites une corniche, comme ceci, avec un tube cylindrique. Hein, voilà. Et vous déversez l'eau qui vient de la corniche, vous la renversez dans un réservoir et vous récupérez aussi de l'eau et vous mettez un robinet et ça vous pouvez vous dire verser dans votre jardin, Maintenant, c'est vrai que là vous aurez des eaux en plus des calcaires, ici vous aurez l'eau probablement acide, de l'eau acide qui vient je veux dire, des nuages. L'eau des nuages est plutôt acide. Donc là vous aurez plutôt avoir une eau acide. Alors que si elle vient du sol, vous allez avoir de l'eau calcaireuse. Donc si elle vient de l'air, de l'eau acide, du sol, de l'eau calcaireuse. Bon, et dans votre citerne, ben, c'est généralement de l'eau acide qui provient des eaux de pluie. Donc là, vous voyez que les eaux ne sont pas les mêmes. Et surtout si on habite dans une zone géographique où il y a des industries, ben, les composants rejetés par l'industrie au niveau des cheminées,
fatalement, vont jouer, vont retomber, et vous allez en avoir, si vous avez des citernes, vous allez avoir de l'eau composée par on va dire, la constitution de ce qui vient de l'usine, fatalement. Vous faites une lecture, vous faites une lecture, c'est comme le sang, hein, le sang. Vous faites une prise de sang, mais vous pouvez voir ce que vous avez consommé comme nutriments, je ne vais pas dire comme aliment, hein. On ne sait pas dire ce que vous avez mangé comme aliment, mais comme nutriments, hein, on sait voir si vous avez plus de potassium, plus de magnésium, plus de fer, etc. On sait dire que bon, la veille, vous avez mangé beaucoup plus de fer que d'habitude, beaucoup plus de potassium que d'habitude. Donc, par une lecture du sang, vous savez voir la constitution sanguine et donc ce qui circule dans votre sang. Est-ce que vous avez consommé? Parce que ce qui est dans le sang, c'est ce que vous avez consommé. Voilà. Maintenant, eh ben, il en est de même pour les eaux. Les eaux, vous avez une carte d'identité de l'eau en fonction de l'environnement où il se situe. S'il se situe dans une zone géographique avec de la pollution qui fait ressortir de l'amiante, vous aurez de l'eau amiantée. Si vous avez voilà, une pollution, je veux dire, aux dioxines, rejetée par des sociétés qui brûleraient comment est-ce qu'on appelle ça, on dirait les déchets ménagers. Hein, s'ils brûlent les déchets ménagers, on a sûrement de la dioxine qui doit être rejetée, je veux dire, qui doit être réglementaire au niveau du rejet, mais malgré tout, on ne sait pas, je veux dire, arrêter complètement la dioxine, il y en aura quand même, et si ça retombe dans l'environnement voisin, ben vous aurez des eaux qui vont être en relation avec, je veux dire, la société qui est toute proche. Donc l'eau, les eaux, d'une eau à l'autre, c'est pas la même chose. L'eau de l'océan, l'eau de la mer, l'eau de certaines, si vous prenez des zones désertiques, les eaux à l'intérieur, les eaux douces, sont trop salines, voilà, imbuvables. Donc il faut les dessaler. Hein, on retrouve les eaux acides, les eaux dures avec du calcaire, voilà, etc., etc. Voilà, donc ici maintenant, les avantages dans toute la maison, l'évier encore une fois, l'évier de cuisine est plein de calcaire, vous n'arrêtez jamais de le nettoyer, donc vous consommez de l'eau. Ce que je veux dire, ça coûte un certain prix, mais si vous utilisez beaucoup d'eau, là, voilà, l'évier de cuisine est plein de calcaire, vous n'arrêtez jamais de le nettoyer, donc vous devez consommer de l'eau pour le nettoyer. Avec l'eau douce, l'évier est toujours propre. Il faut bien savoir que c'est un petit peu de la publicité, mais ils n'ont pas tort sur le fait, mais ils exagèrent un petit peu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, vous utilisez 2 à 3 fois plus de poudre dans la machine à laver, dans l'eau douce, une cuillère suffit. Voilà. Donc, quelque part, vous devez plus nettoyer les ustensiles qui sont remplis de calcaire et moins les autres. Vous devez remplir plus de poudre dans la machine à laver que si l'eau est calcareuse que si elle ne l'est pas. Donc, ce qui veut dire que si vous utilisez dans les règles de l'art, c'est-à-dire une eau moins calcareuse, eh bien, vous allez avoir une économie aussi bien d'eau que de produits, voilà, de produits ménagers. Alors maintenant, il existe bien sûr, vous comprendrez qu'il existe des produits anticalcaires, mais apparemment ils sont chers, c'est ce qu'ils disent ici, ils sont chers. Du sel pour le lave-vaisselle et des produits d'entretien abrasifs sont nécessaires pour lutter contre le calcaire. Avec l'eau douce, vous n'avez plus aucun besoin d'anticalcaire. Voilà, c'est Scott, voilà. Mais l'eau douce, on l'a avec un appareil. Hein. C'est un appareil qu'on achète chez Minimax, c'est ça, ouais, qui est là d'ailleurs. Hein. Comment fonctionne bien un adoucisseur d'eau? On passe d'une eau dure qui est moins adoucie à une eau plus adoucie. Donc, via l'intermédiaire d'un ce qu'on appelle un adoucisseur d'eau. Alors ici, il vous dit les avantages que vous ne voyez pas. Bon. Le calcaire est désastreux pour les chaudières modernes et à haut rendement. Ah oui, perte de débit sur l'eau chaude, perte de charge et perte de rendement dans la chaudière. Un élément non entartré est efficace, vous procure le haut rendement. Ici, par exemple, ici, j'ai ce qu'on appelle un échangeur sanitaire à 12 plaques. Voilà, c'est un échangeur sanitaire à 12 plaques. Bon, j'essaie de pas trop salir parce que c'est vrai que ça salit. Voilà.
Voilà, ici, je vous dis toujours une entrée d'eau, une sortie d'eau. Hein, voilà. Voilà, l'échangeur sanitaire à 12 plaques. Par contre, il faudrait peut-être que je mette une feuille pour ne pas salir. Voilà, donc ici, c'est un échangeur sanitaire à 12 plaques qui provient d'une chaudière. Chaudière. Et effectivement, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est de l'eau qui circule, hein, je veux dire, et qui permet, je veux dire, voilà, d'échanger. On chauffe, et quand ça chauffe, à l'intérieur, ça reste chaud, et ça peut circuler de froid vers chaud. Voilà. C'est un échangeur. Échangeur, c'est pour faire passer d'un état, je veux dire, froid à un état chaud. Échangeur de chaleur. Attention qu'on peut avoir des échangeurs inverses, hein, c'est-à-dire du chaud en froid. Hein. Par exemple, si je prends un condenseur, est-ce que c'est un échange? Normalement, un condenseur, c'est un échangeur. Un évaporateur, c'est aussi un échangeur de chaleur. Parce que l'évaporateur, il va prendre le froid, enfin, il va pomper du froid. Dans un frigo, il va pomper du froid. Alors, le condenseur, lui, il va rejeter le chaud. On peut dire que ce sont des échangeurs. Donc ici, ça c'est un échangeur, donc il va échanger. C'est tout simplement l'eau à l'intérieur reste de l'eau. Hein. Fatalement, il n'y a pas de changement d'état comme dans les frigos. Hein. On passe de gaz à liquide, liquide à gaz, ça n'a rien à voir. En plus de ça, dans les frigos, ce sont des liquides, enfin ce sont des gaz et liquides spécifiques hein, pour le système de refroidissement. Hein. Alors, généralement, on met généralement, on le met en gaz, voilà, on met en gaz, et puis il y a toute une transformation à l'intérieur, bien sûr, via un cycle, gaz, gaz liquide, gaz liquide, gaz liquide, liquide, gaz liquide, liquide, gaz, voilà. De ce qu'on appelle un produit, enfin, un produit réfrigérant. Voilà, et ça permet d'avoir un refroidissement, que ce soit en climatisation ou pour un frigo ou pour comment est-ce qu'on appelle ça, un frigo ou un congélateur ou un surgélateur, peu importe. Par contre ici c'est pas la même chose. On a un échangeur, oui, mais ça reste de l'eau. Ça reste de l'eau. On a que de l'eau là-dedans. Alors que dans le frigo on a un gaz réfrigérant qui va passer en gaz liquide, liquide, gaz. Voilà. Si c'est pas le même cas, c'est pas le même cas de figure, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Ouais, mais ici, ce qui est chauffé, bien sûr, pour moi, c'est un échangeur RO. RO. On chauffe à l'extérieur, à travers de l'air, et là, lui, il va se chauffer, et bien sûr, l'eau qui va circuler ici, elle est froide, elle va devenir chaude en sortie. Voilà. Et c'est un échangeur à 12 plaques. C'est un échangeur à plaques. Donc, c'est un échangeur, pour moi, RO, pour moi. Et donc, l'eau va circuler ici, hein, on va dire que à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si vous faites chauffer un bouilloire, ben, on va avoir ce qu'on appelle une réaction de précipitation. Le calcaire qui est dissous dans l'eau ben, va former un précipité qu'on appelle le calcaire. Le calcaire. Il va s'agglutiner. Et ici, comme c'est un cours de chauffe, il n'échappe pas à la règle. Si c'est de l'eau trop calcaireuse, qu'est-ce qui va se passer? Ben, lui, il va, si on a de l'eau trop dure, lui, il va devenir calcaire. S'il devient calcaire, bon, l'effet de chauffer, le calcaire fait office d'isolant, et donc l'eau sera moins chaude. Parce que on chauffe, mais il y a une barrière qui est le calcaire. Ben, l'eau à l'intérieur va moins chauffer, donc on a moins d'efficacité. Et l'eau va repartir par là, comment? Mais moins chaude. Et en plus de ça, à l'intérieur commence à circuler très mal, parce que comme c'est agglutiné de calcaire, l'eau, on aura un mauvais débit d'eau, hein, et donc quand on va ouvrir le robinet, on aura un mauvais débit, hein,
Et en plus de ça, on va avoir une eau tiède. Donc un mauvais débit et une eau tiède peut résulter du problème d'un échangeur à plaque comme ceci. Attention que voilà, un deuxième échangeur, c'est le même. Voilà. Attention que il n'y a pas que lui qui peut être entartré. Toutes les conduites, généralement une conduite c'est circulaire quand on regarde de face. Voilà. Mais s'il y a du calcaire, vous allez avoir une couronne de calcaire, qui va faire qu'à cause des conduites, si elles sont calcaireuses, entartrées, ben on risque d'avoir quoi? Ben une couronne, donc un mauvais débit aussi, à cause de ça. Donc le mauvais débit, il peut provenir de ça, ou des tuyauteries, et du robinet bien sûr, parce que le robinet, du pommeau de douche, comme je l'ai expliqué. Voilà. Mais ça peut provenir de l'un ou de l'autre, ou on va dire de la combinaison de plusieurs facteurs, c'est-à-dire de lui et du pommeau de douche, par exemple, ou du robinet. Si lui, il est entartré sous forme d'une couronne, si lui est entartré à forte dose, et si le robinet est entartré, imaginez-vous l'effet des tuyauteries entartrées, plus l'effet de l'échangeur entartré, plus l'effet du robinet. Je prie de me croire que le robinet, il va avoir des filets, c'est des filets qu'il va avoir. Voilà, c'est des filets. Maintenant, ici, si le corps de chauffe, il est entartré, en plus de ça, vous allez avoir un refroidissement. Et qui dit refroidissement, ça veut dire que la chaudière, elle chauffe quelque chose, vous faites chauffer quelque chose à plein régime, alors que bon, l'eau ne chauffe pas. Ça veut dire que vous avez une perte de rendement de la chaudière. La chaudière ne fait pas son travail en fait. Vous chauffez et ça ne chauffe pas. Non, vous avez une perte de rendement de la chaudière. Voilà. Et donc ça c'est, comme je vous ai expliqué, donc c'est l'échangeur à plaque. Ah, bien sûr ici, voilà, qui sont livrés avec bien sûr des joints. Je vous avais dit, celui-ci est tout simple. Voilà. Ça il faudrait que je le nettoie par après. C'est pas un problème, ça sera fait. Bon, après combien de temps ça peut se tarder s'entartrer? Ouais, enlever le tartre, c'est détartrer, ce qu'on appelle détartrer. Hein. Voilà, enlever le tartre, c'est détartrer. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Vous voyez le calcaire ici, je ne sais pas si on voit. Voilà, on a du calcaire ici qui s'est formé sur la tuyauterie. Là, on aura une chaudière moins efficace. Alors qu'elle elle est toute nouvelle. Hein. Rien, enfin, ils disent que c'est l'eau douce qui... Non, c'est pas vrai, hein, parce que... là, on voit bien que c'est tout nouveau. Voilà. On voit les tuyauteries, voilà, les couronnes que je vous expliquais, de tuyauterie, là, avec de l'eau dure, les tuyaux et les ballons d'eau chaude se remplissent de calcaire. Une fois entartrés, ils sont nettement moins efficaces, le calcaire étant un bon isolant en eau douce. Toute installation reste non entartrée, le calcaire présent sera dissous. Bon, et certains petits malins, ils vont remplacer des ballons par un ballon par un chauffage inutile. Ils ont un chauffage de côté, ils vont passer en... Bon, il ne faut pas faire ça, il faut respecter les installations, voilà, de chauffage dans les règles de l'art, parce que sanitaire dans les règles de l'art. Parce qu'aller mettre un chauffage à la place d'un ballon, ouais, ça va fonctionner, mais le problème, c'est pas fait pour ça. Voilà, enfin bref. Alors, comment fonctionne un adoucisseur d'eau que vous avez ici? Bien sûr, il y a l'eau qui rentre, l'eau qui sort. Eh bien, il faut tout simplement récupérer le calcaire. Alors, grâce à quoi? Grâce à ce qu'on appelle une résine. Hein. Alors, c'est une résine qui transforme donc les minéraux durs en minéraux, on va dire, plus doux. Et justement, une des marques qui fait ça, c'est les adouciteurs Minimax. Bon, ils disent que ce sont des adouciteurs Minimax, sont très compacts et peuvent s'installer, je veux dire, quasiment partout, dans le garage, dans la cave et même sous un évier. Donc voilà, ils sont compacts et on sait les imbriquer, si vous voulez, on va dire ce qu'on appelle, je sais plus comment ce qu'on appelle ce nom-là, l'encombrement, voilà l'encombrement. Ils ont un encombrement qui est petit, donc en fait ils peuvent s'insérer aussi bien dans tous les locaux. Oui, les locaux humides, le garage est un local normalement
on va dire, humide, hein, il n'est pas chauffé avec un radiateur, hein. Voilà. Alors, la buanderie est une zone humide aussi, la buanderie. Voilà, on ne chauffe pas une buanderie avec des chauffages. Donc il y a des zones de l'habitation qui sont des zones humides. Par exemple, on prend la cuisine, il n'y a pas de chauffage dans une cuisine. Et quand on fait des vapeurs, on fait certaines cuisines, ben, on a des vapeurs et les vapeurs, bon, elles vont un peu partout. Et parfois même, si vous ne fermez pas la porte de la cuisine, et que vous ouvrez pas une fenêtre de la cuisine, vous allez avoir les vapeurs qui vont se retrouver même dans la salle à manger. Pourquoi pas même vous retrouver des vapeurs dans le salon. Donc, voilà, donc il y a des zones humides dans les habitations, hein. On ne chauffe pas toutes les pièces. Un grenier, on chauffe rarement un grenier, hein. Bon, mais le problème, c'est que le grenier, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de... Ouais. Par contre, dans un garage, on peut retrouver des robinets, hein, pour laver sa voiture, pour, je sais pas moi, voilà, on retrouve des conduites d'évacuation d'eau qui passent en travers le garage, etc., etc. Donc, l'eau, on retrouve de l'eau dans un garage, on peut retrouver de l'eau. Et fatalement, c'est une zone légèrement humide, mais moins humide que la buanderie, mais légèrement humide quand même. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, cet appareil-là, donc Minimax, là, il fonctionne sans électricité, hein. Et en fait, apparemment, il peut fonctionner facilement pendant 20 ans et il s'amortisse en déant, on va dire, les 5 ans par les économies qui sont réalisées, bien sûr, que je vous ai parlé tout à l'heure, euh, sur les coûts d'énergie, sur les produits d'entretien, et par une durée de vie, je veux dire, nettement accrue des électroménagers. Ouais, parce qu'en fait, quand on dit électroménager, j'ai oublié de vous dire que, et c'est là que je voulais en venir, euh, la machine à café, voilà, la machine à café, il faut la nettoyer. Et même, voilà, la machine à café, il faut la nettoyer. Généralement, il y en a qui détartent avec du vinaigre. Ouais, ouais, bon, donc ça veut dire que vous avez utilisé du vinaigre. Voilà, il y a beaucoup, il y a le boiler qui peut s'entartrer, la machine à laver qui peut s'entartrer. Ouais, partout il y a de l'eau, hein. Partout il y a de l'eau, parce qu'une machine à laver, on lave avec de l'eau. On lave de l'eau, donc c'est de l'eau, pas froide, mais l'eau chauffée. Donc là, il y a ce qu'on appelle une résistance électrique, hein, en forme voilà, voilà, il y a même des résistances qu'on appelle thermoplongeurs, etc., qui viennent qui viennent chauffer l'eau, donc ça reste de l'eau chauffée, et quand on chauffe de l'eau, il y a des problèmes de calcaire qui peuvent intervenir et induire des problèmes au niveau du système. Voilà, et partout on a de l'eau, hein, machine à laver, lave-vaisselle, machine à café, euh, voilà, et tout ce qui est bien sûr passage d'eau, hein, tuyauterie d'eau, robinetterie d'eau, euh, chauffage sanitaire, chauffage des radiateurs. Voilà, voilà, des radiateurs. Partout il y a de l'eau, partout il y a de l'eau, vous pouvez avoir, je veux dire, un problème de calcaire. Bon, il faut savoir que l'eau dure provient déjà à la base de l'eau, hein. Il y a déjà à la base du calcaire. Euh, Alors par exemple, si je prends ici, ils expliquent que si on a des pluies, bon, des pluies on va dire naturelles, sans pluie acide, hein, on va retirer cette composante, bien qu'il y a des voitures qui roulent partout, donc même dans les campagnes, avant on disait ouais, je vais aller à la campagne, il fait moins pollué. Mais il y a quand même beaucoup de voitures dans les campagnes maintenant. Voilà. Il faut aller dans des zones désertiques pour ne pas retrouver des voitures et de retrouver des zones moins polluées. Bon, de l'eau de pluie naturellement douce qui entre en contact avec des roches calcareuses en sous-sol prend donc on va dire de la dureté et comme les eaux sont récupérées au sol, une eau dure est une eau riche en calcaire et vous allez voilà on va pomper les eaux du sol et donc il y a des pompes on met des pompes dans voilà dans certaines hauteurs du sol et on pompe certaines eaux voilà. Et donc vous comprendrez que dès que vous chauffez l'eau, donc l'eau dure qui provient du sol pompée vers l'eau du sol, eh bien vous allez avoir
et que vous chauffez cette eau-là, ben, fatalement, vous allez avoir le calcaire qui est dissous se dépose et il va causer de l'entartrage, je veux dire, nuisible pour vos appareillages qui utilisent les eaux. Voilà. Donc en fait, pour tout appareillage qui utilise les eaux. Donc à la base, vous avez d'abord les tuyauteries, et puis après, chauffage sanitaire, chauffage de radiateur. Vous allez avoir les pommeaux de douche, les pommeaux, enfin les robinets, vous allez avoir tous les appareils électroménagers qui sont reliés, raccordés à l'eau, hein, lave-vaisselle, machine à laver, comment, euh, machine à café, voilà, tout ce qui utilise de l'eau. Vous allez avoir vos bouloirs, sans compter votre vaisselle qui est, je veux dire, atteinte par, je veux dire, les résidus de calcaire. Et donc tout ça nécessite un entretien, et cet entretien est coûteux, et donc pour éviter tout ça, hein, on vous dit d'utiliser un adoucisseur d'eau. Et vous voyez que les eaux dures ne sont pas les mêmes partout. Voilà. Donc il y en a qui doivent plus s'entretenir leur eau au niveau de la dureté que d'autres. Par exemple ici dans cette zone du Luxembourg, ils auront moins à traiter, je veux dire, les eaux que les autres zones. Donc on n'est pas logés tous à la même enseigne concernant les eaux dures. Bon, l'eau, ici j'étais en train d'expliquer que l'eau rentre ici, voilà, l'eau dure rentre dans l'adoucisseur et passe, donc il passe sur la résine en deux ici, et bien sûr, ici il y a une évacuation, là, donc la résine retient le calcaire. Bien sûr, la résine, il faudra la changer à un moment ou l'autre, hein. Quand elle est saturée en calcaire, voilà. L'eau douce, donc, alimente la maison, ici, en 3, alors qu'en 4, le sel, voilà, ici on a un bac à sel, sert à nettoyer donc la résine et à envoyer le calcaire à l'égout. Oui, il sert à nettoyer la résine, mais à un moment donné, à force de nettoyage, on remplace la résine, hein. Voilà. Alors ici, on voit qui fait ces installations-là, c'est Minimax. Minimax, on retrouve hein, à Liège, Oupey, Warem, Mons, Jemappes, Florentville, Zaventem, Zemst, Courtrai, Ostende, Zult, Virsel, V-I-E-R-S-E-L. Siège social à Lutec avec un H-H-A-L-U-T-E-C, S-A, 65 rue de l'État, 4682 Oupey. Téléphone 04 380 55 10. Téléphone gratuit 0800 24 550 550. Et alors, vous pouvez écrire aussi chez info@minimax.be et ils ont un site internet www.minimax.be où on retrouve toutes ces informations-là qui sont expliquées. Et alors ici, il dit qui sommes-nous? Ben, en fait, nous sommes le fabricant des adoucisseurs d'eau Minimax. Nous avons des sites en Belgique et en Angleterre et un réseau de distribution européen. Nous avons une expérience dans la fabrication d'adoucisseurs de plus de 35 ans. Donc en fait, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Au bout de 35 ans, bon, ils ont vu tous les problèmes, je veux dire, qui étaient en rapport avec les adoucisseurs. Quoi qu'on évolue toujours, donc on cherche toujours à améliorer son produit, hein. Donc il y a toujours de la recherche pour essayer de trouver, je veux dire, comment améliorer encore mieux, encore plus loin, je veux dire, les eaux calcaireuses. Voilà. Dans toute la Belgique, nous offrons un service direct du fabricant au consommateur. L'appareil est fabriqué dans notre usine de production européenne à Woking, en Angleterre, installé par nos techniciens spécialisés et suivi pendant toute sa durée de vie. Voilà, donc en fait, c'est des techniciens qui viennent vous installer, bien sûr des techniciens du pays, hein, c'est fabriqué en Angleterre, mais c'est des installations du pays, des installateurs du pays qui font en sorte qu'ils viennent pas d'Angleterre pour installer ça, hein. Voilà, et c'est suivi. Il y a un suivi, justement parce qu'ils ont besoin de ce suivi-là pour étudier, je veux dire, au cours du temps, comment euh, évoluent leurs adoucisseurs. Et à partir de là, on tirer des statistiques et pour pouvoir améliorer, je veux dire, leurs adoucisseurs. Alors ici, vous avez encore sans doute encore quelques questions. Quels sont tous vos avantages? Comment fonctionne un adoucisseur d'eau? Où place-t-on
un tel appareil, quel est l'appareil le plus approprié? Ben, je vous ai tout expliqué. Voilà. Quels sont les avantages? Un avantage économique. On n'achetait plus de produits spécifiques pour le nettoyage, c'est l'adoucisseur qui vous le fait. Et vous consommez moins d'eau au nettoyage, donc pour nettoyer tout ce qui est entartré. Donc vous avez des avantages de coût. Comment fonctionne un adoucisseur d'eau? Ben, vous placez un adoucisseur, bon, la résine va reprendre le calcaire, l'eau va rentrer d'un côté, elle va passer par la résine qui nettoie le calcaire et vous avez une eau qui ressort qui est plus adoucie et que à côté de ça il y a un bac, je ne sais plus comment on appelle ça, ceci, voilà le bac de sel. Le bac à sel va servir à nettoyer donc l'adoucisseur et renvoyer à l'égout, faire un rejet de ce qu'il doit rejeter. Voilà. Où place-t-on un tel appareil? Ben, c'est un appareil compact, on peut le placer où on veut. Quel appareil le plus approprié? Voilà, c'est le plus approprié, ben, c'est un adoucisseur d'eau. Et de chez Minimax. Minimax, parce qu'en fait, ils ont une certaine expérience. Dire, voilà, Minimax de. Voilà. Voilà, on peut en dire beaucoup sur les eaux. Hein. Les eaux, on peut encore discuter pendant des heures et des heures. Et voilà, je vais vous montrer les images. Les images, je veux dire, que je vous ai expliqué. Ceci. Voilà les tuyauteries. Ça, c'est l'échangeur qui est entartré. Là, il n'est pas entartré. Avec une eau douce. Là, on voit les tuyauteries en couronne entartrées. Et là, avec une eau douce qui ne sont pas entartrées. Là, on retrouve les utilisations de plus de produits quand c'est entartré que quand ça l'est moins. Voilà. À gauche, c'est plus entartré, donc il faut 2 doses. Alors qu'à droite, c'est moins entartré, il n'en faut qu'une dose de produit de, de lave-vaisselle, de lave-linge, ce qu'on appelle savon de lave-linge, de machine à laver, lave-linge, machine à laver, voilà. Ici, vous retrouvez ici un évier entartré, là, un évier pas entartré. L'évier, bien sûr, se retrouve dans la cuisine. Poêle avec à l'intérieur une eau entartrée qui va laisser glutiner, je veux dire, des cristaux calcaires. Donc, quand on va laver au savon, ben, c'est moins approprié que d'utiliser, que d'avoir une eau propre directement savonnée et qui va pas donner des agglutinations et un bon savon, nous mousseuses, hein, nous mousseuses ici, nous moins mousseuses. Là, des flocons qui flottent, alors là que des flocons qui ne flottent pas. Flocons, bien sûr, flocons qu'on peut avoir bien sûr dans les baignoires et les lavabos. Hein. Là, on retrouve le fameux pommeau. Hein, là, la vitre pour une adoucie, on ne la voit plus. Et là, on retrouve le robinet entartré et Et là, on voit bien d'où vient l'eau dure. Mais elle provient des sols en fait. Alors, on voit bien que c'est via la nappe phréatique. L'eau circule dans les sols, elle prend avec elle, on retrouve du calcaire dans. Voilà. Bien sûr, les eaux sont formées de calcaire. Hein. Les eaux, il y a du calcium dans les eaux, donc il y a du calcaire aussi. Ouais, trop de calcium, ça ne va pas non plus, parce que quelqu'un qui a une fracture, on a trop de calcium qui se forme, et c'est pas bon non plus. Hein. Donc à ce moment-là, il faut peut-être aller gratter, enlever le surplus de calcaire, parce que sinon on va avoir des bosses, on va avoir quelque chose, un nivellement de l'os qui se fait pas correctement. Bon, maintenant, des os poreux, c'est pas bon non plus. Hein. Des os poreux, l'os peut finir par se casser. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Je vous remercie.